Bonjour Hervé, tu vas bien? Bonjour Georges, très bien. Alors on a plusieurs sujets à aborder avec toi, des sujets portant sur la géopolitique et les conflits en cours, Mm. dont tu es un spécialiste, en tout cas un observateur très avisé, euh, en particulier avec cette méthode apprise à l'armée, des points de gravité. Euh, Depuis qu'on s'est vu, un conflit supplémentaire est devenu chaud, Mm. le conflit entre Israël et l'Iran. Donc on va en parler, mais pendant ce temps, le conflit en Ukraine continue. Alors peut-être est-ce parce que les journalistes n'en peuvent plus de parler du même sujet depuis 3 ans et demi et ils se sont dit ah enfin on a autre chose qu'on peut montrer. On parle plus trop de l'Ukraine. Euh, mais peut-être est-ce parce que c'est en train de visiblement pas très très bien se passer. Il y a plusieurs endroits, les lignes de défense ont l'air d'avoir sauté du côté ukrainien, et les Russes ont l'air de progresser un peu plus vite qu'ils ne le faisaient avant. Quelle est, selon toi, la situation sur le front entre Russes et Ukrainiens? Bon, d'abord, je suis pas un observateur avisé, je suis un observateur critique, c'est pas pareil. Mais bon, d'abord, sur le front ukrainien, en fait, ce qui se passe sur le front ukrainien, c'est qu'actuellement, on est quand même sur des combats de niveau tactique, hein, qui sont certes à l'avantage des Russes, dans la plupart des cas, mais on n'est pas encore vers des éléments qui seraient majeurs, hein, pour orienter la fin du conflit. Donc il n'y a pas de grand mouvement opératif ou de grand recul de la part des forces ukrainiennes. Le dernier grand recul des forces ukrainiennes, ça a été le saillant de Koursk, et cette occupation pendant quasiment 7 mois du saillant de Koursk, qui a été sur le plan uniquement militaire, je dis bien sur le plan uniquement militaire, certainement une erreur stratégique au plan des réserves stratégiques ukrainiennes, de les avoir engagées de cette manière-là. Et surtout d'être resté aussi longtemps dans le saillant de Koursk. Ce que l'on observe en ce moment, c'est vraiment un remodelage du front par les forces russes de manière à réaligner les positions, notamment en limite de l'oblast de Dniepropetrovsk, c'est ça, j'ai toujours du mal à prononcer ces mots-là. Donc, on n'est pas vraiment encore vers une grosse... Comment? C'était bien, Dniepropetrovsk. Très bien. Oui, on n'est pas vraiment vers une opération de type opératif, un petit peu comme les grandes opérations que les Russes avaient menées au début du conflit. Donc, on est un petit peu dans l'expectative. On est dans l'expectative. Pourquoi? À mon sens, parce que quoi qu'on en dise, les forces ukrainiennes sont encore pugnaces et résistent. Et elles résistent surtout grâce à leur utilisation des drones FPV, de ces petits drones qui limitent les Russes dans le regroupement de leurs forces et dans leur possible manœuvre d'ampleur contre les forces ukrainiennes. Donc, tant qu'ils n'auront pas l'assurance que ce dernier point, cette dernière menace importante sur leurs forces en cas d'offensive à portée opérative ne soit pas annihilée, je pense qu'ils ne bougeront pas. Donc, et si on observe les frappes stratégiques russes, ils sont vraiment en train de se concentrer justement au plan tactique sur les centres de pilotage des drones, là où se retrouvent tous les dronistes ukrainiens, donc les centres opérationnels, les centres de mise en œuvre de ces opérateurs de droniques, de drones. Et ensuite, au plan stratégique, ils ciblent tous les centres de construction ou les usines de construction, où qu'elles soient d'ailleurs, et même malheureusement parfois dans des bâtiments d'habitation ou au sous-sol de bâtiments d'habitation, ce qui explique parfois certains dommages collatéraux qui sont liés à la fabrication des drones. C'est vraiment le dernier élément de résistance ukrainien qui pose un vrai problème aux forces russes au plan tactique et opératif. D'ailleurs, il y a une annonce d'une ouverture d'une usine de Renault pour fabriquer des... Oui, non, Voilà, mais alors historique tout de là, suite. on va pas spéculer, mais si on fait en parallèle cette annonce-là et puis le départ du directeur général de Renault, ça pourrait valider certains éléments. Donc c'est complètement absurde cette idée de. D'ailleurs, elle n'a pas été. C'est une idée qui a été lancée pour l'instant sur le plan opérationnel, elle n'est pas confirmée. Pourquoi? Parce qu'il est évident que tout tout élément de production de drones sur le sol ukrainien deviendra tout de suite une cible stratégique pour les Russes, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et puis, il faut un certain nombre d'années pour mettre en place
enfin, au rythme où en général on fonctionne nous, ce genre d'installation, ça Ouais. se fait pas en un instant. Surtout s'il faut le faire de manière discrète pour pas se prendre immédiatement un missile Tout à sur fait, tout à l'usine. fait. Puis, de toute façon, ça n'a pas de sens. Parce qu'à la limite, ça n'a pas de sens sur plusieurs plans. D'abord, si on veut vraiment produire des drones en toute sécurité, le plus proche du client, c'est-à-dire des Ukrainiens, autant installer les usines en Pologne, par exemple. Ça, c'est un premier point. Ensuite, si on est dans la logique de réindustrialisation, donc il faut être cohérent, toujours pareil, autant les faire en France. Donc la logique aurait été de construire des drones pour les Ukrainiens et pour nous, en grande série, mais en France. C'est pas faux. C'est embêtant des gens qui réfléchissent comme toi sur En le toute long terme. sécurité, et puis en fait on remplit l'objectif, mais en toute Et puis sécurité. en profitant, voilà, pour nous-mêmes Voilà, se exactement. doter de cette nouvelle capacité dont on est assez mal doté, il Oui, faut le dire. c'est la grande révolution de cette guerre, hein, les drones. Au départ, ça a été une utilisation un petit peu sporadique. C'est marrant, hein. Ça rappelle l'utilisation de l'aviation pendant le premier conflit mondial. Au départ, c'est une utilisation uniquement avec de l'observation, comme les drones, et peu à peu, ça devient offensif. Et à mesure que ça devient de plus en plus offensif, ça devient de plus en plus gênant pour les forces adverses. Donc chaque force se dote de ce moyen-là. Et c'est ce qui s'est passé pour les drones. Ils ont commencé avant tout par être des drones d'observation. Je parle des petits drones, hein, des drones tactiques. Et maintenant, ce sont devenus à la fois des éléments d'observation, mais des éléments offensifs très très importants et qui saturent le champ de bataille. Mais justement, puisqu'on parle de drones, des drones ont été utilisés par Israël pour frapper des cibles en Iran, et y compris des drones qui étaient là installés depuis longtemps, visiblement, un peu en infiltration, comme ça a été le cas pour cette opération en Ukraine sur un des pieds de la triade nucléaire russe, en s'attaquant aux avions à certains bombardiers stratégiques. Les Iraniens ripostent aussi avec des drones. Donc là, depuis une semaine, on a un conflit entre Israël et Iran. Israël a fait une attaque qu'elle a décidé par elle-même, d'elle-même, de manière inconditionnelle et hors droit international. Mais les choses s'enveniment. Visiblement, on a une guerre communicationnelle extrêmement poussée comme en Ukraine, mais je trouve comme au début de la guerre en Ukraine, entre les uns et les autres, et puis surtout qui ne montrent pas trop les dégâts qu'ils ont subis, en particulier en Israël. Quel est là comme ça en première question, quelle est ton impression générale sur ce conflit qui a commencé il y a une semaine? D'abord, la guerre préventive, c'est presque un axiome de l'État d'Israël, historiquement, hein, depuis 1967. De nombreuses guerres préventives et de frappes préventives autour de son environnement régional. Hein. Rares sont les pays qui n'ont pas subi les frappes ou les attaques préventives de l'État d'Israël, hormis en 73, où c'est la seule guerre où ils se sont fait surprendre. Et d'ailleurs, je pense que ça leur a servi de leçon, après celle de 67. Ensuite, l'État d'Israël, historiquement, je dis bien historiquement, quels que soient ses gouvernements, poursuit 3 objectifs stratégiques. Le premier, c'est la profondeur stratégique, acquérir une profondeur stratégique. Et d'une certaine manière, avec l'annexion du Golan et puis les contreforts, les bas des contreforts avec les villages druzes du Golan, c'est ce qu'ils ont réussi dernièrement. Le deuxième objectif, c'est le continuum territorial, puisque lorsqu'on regarde l'histoire de l'État d'Israël, c'était un découpage un petit peu compliqué. Peu à peu, il y a une cohérence et un continuum territorial qui a été acquis au fil des années et des conflits, surtout, notamment avec l'annexion de la Cisjordanie. Et cette annexion de la Cisjordanie, eh bien, c'est le dernier élément dont on ne parle pas trop dans la presse ici, mais qui est un élément fondamental pour l'État d'Israël, d'où la politique de colonisation brutale qui est opérée par l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens qui sont encore présents en Cisjordanie, avec pas moins de 500 000
colons, et ils ont distribué dernièrement, il y a 2 ans, 10 000 armes. Quand même. Donc, on s'intéresse pas trop à ce qui se passe en Cisjordanie, mais c'est vraiment un enjeu fondamental dans cet objectif de continuité territoriale de l'État d'Israël. Et puis enfin, le dernier, bien sûr, c'est assurer la sécurité des citoyens israéliens. Et alors là, c'est toutes les opérations de frappe sur les voisins auxquelles on a assisté depuis de nombreuses années, que ce soit en Syrie ou au Liban, ou même l'attaque de la centrale nucléaire irakienne à l'époque de Saddam Hussein, aux Irak de mémoire. Et maintenant, cette guerre contre l'Iran, l'Iran. Et on est vraiment dans un continuum stratégique et un continuum d'opérations qui, à mon avis, relève d'un plan. Il y a un plan derrière, il y a un plan, puisqu'on regarde l'affaiblissement du Hezbollah, ensuite le départ de Assad, la mise en place d'un gouvernement en Syrie, certes islamiste, mais qui est très très faible et qui permet aux Israéliens d'occuper les contreforts du Golan, d'être descendus même en territoire syrien, et d'occuper des villages druzes. Et puis maintenant, cette opération, on va dire presque finale, avec le grand mentor des opposants à Israël dans la région, un mentor très très virulent, c'est l'Iran. Mentor qui a piloté pendant très longtemps le Hezbollah, un Hezbollah qui est très affaibli maintenant au plan militaire, et qui pilote également les Houthis, qui posent de nombreux problèmes. Alors il y a une conjonction en fait d'intérêts stratégiques entre les intérêts stratégiques, à mon avis, des Israéliens et puis ceux des États-Unis. Alors les États-Unis ont toujours été très très liés à l'État d'Israël, qui est d'une certaine manière. Oui, parce que la litanie des différentes des affrontements dont tu as parlé correspond à ce qui est maintenant sorti publiquement à de multiples reprises sur les discussions qu'il y avait à l'époque de George Bush et de la guerre en Irak de 2003. En fait, de faire l'objectif, c'est l'Irak, la Syrie, la Libye, l'Iran, de faire avec des réunions visiblement délirantes pour certains ex-militaires où ils disaient on commence avec l'Irak et dans 2 ans on aura fini, on sera à Téhéran. Ouais, mais il y a eu des délires, mais là, je pense qu'on n'est pas dans le délire quand même. Je pense que là, on n'est pas dans le délire, mais sur le plan israélien, c'est délirant en 2003 de dire qu'on sera dans 2 ans à Téhéran. Par contre, le projet global, il a l'air d'être bien là. Je sais pas si il y a peut-être certains délirants qui pensent qu'ils vont être dans 2 ans à Téhéran. C'est quand même un pays de 90 millions d'habitants, avec encore 20% quand même du soutien du régime, donc 20% du régime, 80 millions d'habitants, ça fait environ 15 millions de personnes qui sont très très liées au régime. Ensuite, vous devez avoir 20% d'opposants, on va dire, sur place, et après 70% ou 60% de personnes qui cherchent à vivre normalement, malgré les affres du régime politique, comme partout d'ailleurs. Donc on est quand même dans cette situation-là. Pour en revenir à ce que je disais, c'est que là, on est dans la touche finale d'un plan qui est assez structuré, et dans lequel les Américains ne sont pas bien sûr étrangers, que ce soit sur ce qui s'est passé en Syrie ou ce qui se passe maintenant en Iran. Imaginez que l'attaque israélienne ait été déclenchée sans que les Américains aient été au courant, c'est impossible. C'est impossible, d'abord sur le plan logistique, puisque l'armée de l'air israélienne dépend extrêmement de la maintenance de ces avions qui sont exclusivement américains des États-Unis, et surtout pour ses munitions. Et la consommation de munitions depuis le 7 octobre, que ce soit sur la bande de Gaza ou sur les voisins, c'est-à-dire au Liban, et maintenant en Iran, est quand même très très importante. Et on sait que des systèmes antimissiles supplémentaires ont été fournis entre il y a 6 et 8 semaines. Mais alors comment t'expliques ce communiqué de Marco Rubio et les propos de Donald Trump au début? Alors, toi et moi et tous les gens sérieux savent ce que tu sais. Donc, on sait que c'est pas possible qu'ils soient pas au courant. Mais de dire, nous, rien du tout. Alors là, vraiment, c'est une surprise. Ils ont fait une attaque cette nuit. Je vais même au-delà. Je pense que les États-Unis, peut-être avec les Russes, mais surtout les États-Unis, c'est la seule nation au monde qui voit tout ce qui se passe sur Terre, grâce à ces réseaux de renseignements satellitaires. Donc, imaginez que la frappe israélienne, même si les Israéliens ont des capacités de renseignement, cette fameuse attaque d'il y a une semaine, dans la nuit du vendredi, ait été réalisée sans un apport de renseignement états-unien, c'est impossible. C'est impossible. Donc,
on est peut-être sur l'acte final d'un caillou dans la chaussure que constituait l'Iran pour les États-Unis, et une menace existentielle qui est vécue vraiment comme existentielle par l'ensemble de la population israélienne. Peut-être qu'on est vers une forme d'acte final maintenant, hein, alors que les États-Unis s'engagent de manière offensive. Pour l'instant, on voit que le président Trump, pour différentes raisons de politique intérieure, mais également pour éviter de se retrouver enlisé peut-être dans un conflit, hein, qui pourrait durer, et dans l'expectative, parce que il y a énormément de discussions qui, à mon avis, ont lieu entre les États-Unis et puis d'ailleurs avec l'émissaire Wilcox du président Trump, avec les diplomates iraniens. Les cordons de la diplomatie ne sont pas coupés. Et puis il y a cette réunion à Genève qui se tient actuellement avec les 3 ministres des Affaires étrangères français, britanniques et allemands, et puis le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc la diplomatie, les cordons de la diplomatie, les discussions ne sont pas terminées, elles restent toujours ouvertes. Par contre, il est clair que les Israéliens poursuivent, eux, leur agenda stratégique qui a pour but, au-delà de cette hypothèse de renversement de régime, d'affaiblir de manière durable et un adversaire très très virulent vis-à-vis de l'État hébreu. Là, il y a plusieurs questions, parce que on peut supposer que, enfin, même quasiment certain, que vu la manière dont les choses se passent, ce qui est visé, c'est un régime change, donc un renversement des mollahs. Ouais. Mais officiellement, ils sont partis en guerre pour détruire les capacités de l'Iran de fabriquer une arme. Bon, on sait que depuis maintenant plus de 30 ans, parce que c'est 1992 la première fois où Netanyahou a dit que l'Iran allait fabriquer une arme nucléaire la semaine prochaine. Il y a des clips qui ont circulé où on le voit dire ça à peu près tous les ans. Bon, ça fait partie de son plus de 30 ans donc. On sait aussi que l'AIEA, comme les services de renseignement américains, ont dit que les Iraniens n'étaient pas en train de faire une arme nucléaire. C'est Tulsi Gabbard qui l'a dit expressément, et le directeur de l'AIEA. Néanmoins, il y a eu des frappes sur des centrales d'enrichissement nucléaire. Visiblement, la grosse base souterraine de Fordo ne donne pas grand-chose. Et donc, de ce point de vue-là, ça semble raté. Et au contraire, ça a l'air de provoquer une réaction chez les durs du régime en Iran, où ils disent, bon, en fait, la seule chance qu'on ait qu'on soit pas bombardé et tranquille, c'est d'avoir une arme nucléaire, faisons-la. D'abord, cette opération qui a été décidée par le gouvernement Netanyahou, c'est quand même une opération risquée. C'est une opération risquée parce que pour la première fois, ils attaquent directement un adversaire qui a des capacités de frappe qui sont comparables aux leurs. Alors évidemment, pas sur le même segment, puisque ça ne viendra pas par l'aviation, mais par les missiles balistiques. Et c'est la force militaire de l'État iranien, qu'il a construit de manière assez à droite, c'est sa force en missiles balistiques, en drones et en capacité de frappe stratégique. Il est clair que attaquer l'Iran, l'attaquer réellement, et que l'Iran riposte de manière offensive, pas comme la riposte qui était une riposte de type communicationnel et symbolique il y a quelques mois, c'est s'exposer à des risques. C'est s'exposer à des risques sérieux pour l'État d'Israël. Parce que l'État d'Israël, c'est quand même un tout petit pays au plan territorial, avec peu de population, et les cibles sont extrêmement concentrées. Hein, qu'elles soient de type militaire, qu'elles soient de type infrastructure vitale. Hein. Donc, c'est s'exposer quand même à des risques énormes. Alors, on peut avoir confiance dans la défense antiaérienne, hein, défense solaire, mais elle peut avoir rapidement des limites, puisque pour arrêter certains missiles ou certains types de vecteurs, les Israéliens sont obligés de consommer 3 à 5 missiles. Et on voit très bien que les Iraniens, même si leurs capacités offensives ont été réduites par les frappes de l'aviation israélienne,
encore des capacités. Alors, ils évaluent à 50% les capacités restantes, mais ça peut être énorme, les capacités restantes à 50% surtout qu'au bout d'une semaine, même si les capacités offensives de l'Iran ont été réduites de 50%, on peut considérer que les capacités de défense antiaérienne des Israéliens ont été également réduites d'autant du fait de la consommation des munitions. Donc, on voit qu'il peut y avoir un effet de crescendo où, à un moment donné, un des deux adversaires pourrait prendre le dessus sur l'autre. Et si c'est l'Iran qui prend le dessus, c'est-à-dire que peu à peu, ils ont commencé à utiliser des vecteurs qui étaient relativement anciens pour saturer et forcer les Israéliens à consommer leurs munitions antiaériennes, quel que soit le type de munitions. Maintenant qu'ils utilisent essentiellement les missiles balistiques, leurs derniers missiles balistiques en termes de génération et de sophistication, et que les Israéliens parallèlement commencent à être un petit peu à court de munitions sur cette défense solaire de haute altitude, on pourrait arriver à un point de bascule qui pourrait être défavorable aux Israéliens. Et c'est dans ce cadre-là, à mon avis, je dis bien dans ce cadre-là, il pourrait y avoir une intervention américaine, non pas forcément pour détruire ou s'attaquer au complexe de Fordo, mais vraiment pour annihiler les dernières capacités offensives de l'État iranien. Parce que c'est ça le vrai danger, en fait, actuellement, pour Israël, qui a déclenché cette guerre. Cette guerre préventive, et qui est en dehors du droit international. Mais bon, le droit international, Israël, depuis 1967, ne l'a jamais respecté. Donc, c'est pas la peine de citer quelque chose qui, pour eux, n'a pas d'intérêt. Parce qu'ils se considèrent, de toute façon, depuis 1948, dans un processus de risque existentiel. Alors, quand on écoute parfois certains discours, et notamment ceux des dirigeants iraniens, à la limite, ça peut se comprendre. D'ailleurs, il y a consensus, autant il y a un dissensus sur les opérations à Gaza au sein de la société israélienne, il y a un vrai consensus sur ce sujet-là. Sur le nucléaire iranien, donc effet nul, très faible. On a appris que publiquement, Vladimir Poutine a fait une déclaration assez dure, puisqu'il a dit que la centrale de Bushehr, donc est une centrale nucléaire civile, enfin bon, il peut y avoir autre chose en dessous, il a dit il y a 600 Russes, et ils bougeront pas. Donc s'il est bombardé, en gros, et puis en plus il a dit avec une telle tête et des termes tels, c'est si vous tuez les Russes, nous on rentre. Donc il met en fait une sorte de protection sur Bushehr, alors je sais pas pourquoi spécialement sur Bushehr, avec des soldats russes, donc c'est une variable supplémentaire qui rend les choses complexes. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des techniciens sur Oui, pardon, les techniciens, oui. En fait, tout cela, ça relève des accords stratégiques entre la Russie et puis l'Iran. Ce ne sont pas des accords de défense, ce sont des accords d'appui stratégique avec des volets économiques, des volets industriels, mais il n'y a pas de vrai accord de défense. Par contre, il est clair que, un peu comme si les Américains mettaient en place des techniciens pour construire une usine, par exemple en Ukraine, et que cette usine était frappée par un missile stratégique ou d'autres moyens russes, ça poserait évidemment un problème. La différence, c'est que là... Surtout si c'est annoncé. Surtout que là, voilà, ils l'ont annoncé, je pense que les Américains d'ailleurs feraient de même. Donc ils l'ont annoncé, donc je pense que cette installation va être d'une certaine forme sanctuarisée, d'autant plus que Netanyahou, quand même, qui sur le plan moral est très certainement discutable, mais certainement pas sur le plan intellectuel en tant que stratège, n'oublie pas qu'il a 1 million de citoyens russophones ou d'origine russe sur son territoire. C'est là également où le jeu de la Russie est très très subtil dans ce type de conflit, parce que ils sont également très très proches de l'État d'Israël, pas sur les mêmes, bien sûr sur les mêmes périmètres que les Américains, mais sur le plan de la citoyenneté, ils sont très proches. Oui, pour le moment. D'ailleurs, Emmanuel Macron, je crois qu'a dit que Vladimir Poutine ne devrait pas, moralement, ne pourrait pas être un négociateur dans un règlement
de ce conflit, bon, je crois que Vladimir Poutine, il s'en fiche un peu, mais surtout, c'est le seul qui, pour le moment, a appelé tout le monde, à savoir les Iraniens, Netanyahou et les Américains. Donc, il s'est mis au cœur de ce processus diplomatique. Oui, pour revenir sur... Ouais. Ouais, tu as dans ta question, j'ai répondu au premier volet, mais j'arrive à la deuxième. Deuxième, c'est le traitement médiatique de ce conflit. Eh bien, on assiste en fait au même travers que dans le conflit en Ukraine. Alors évidemment, le conflit en Ukraine a été éclipsé par cette guerre qui recèle, à mon avis, de nombreux périls au plan mondial, peut-être plus que le conflit en Ukraine d'ailleurs. Mais en tous les cas, ça l'a éclipsé. Et ce que l'on voit sur les plateaux télé, je parle des plateaux télé des grandes chaînes, de manière, alors sauf quelques exceptions, mais de manière très très marquée, c'est que vous avez des consultants qui interviennent, mais c'est des consultants dont les sympathies sont affichées d'emblée, soit par leur origine, soit par leur tout simplement leur penchant. Et donc il n'y a pas de lecture vraiment analytique de ce qui se passe et d'études cliniques de ce qui se passe. Donc il y a un gentil, c'est curieux parce que le gentil là c'est l'agresseur quand même. Peu importe ce que l'on pense du régime des Mollahs, mais c'est quand même un pays qui a agressé un autre, en supposant qu'il y avait une menace existentielle pour celui-là. Et comme tu l'as dit, une menace qui pose question quand même pour l'instant, puisqu'il y a plusieurs sons de cloche à ce propos et plusieurs types d'analyses. Donc il y a un agresseur qui est devenu en fait le gentil de ce conflit. L'autre étant le méchant, on a compris que c'était les Iraniens. Alors, hormis l'interview sur BFM TV de l'ambassadeur d'Iran en France, alors je souligne que BFM TV reste assez mesuré quand même dans le traitement de ce conflit, mais alors sur LCI, c'est reparti entre guillemets comme en 40. Avant vous aviez les Ukrainiennes de plateau, maintenant vous avez les consultants qui sont foncièrement pro-israéliens et qui en fait t'as remarqué qu'il y a 2 ou 3 experts qui sont reprennent in extenso la communication d'Israël, un peu comme sur le conflit en Ukraine, ils reprennent in extenso la communication de l'État ukrainien et sans aucun sur LCI et CNews, il y a régulièrement, tous les jours, un des porte-parole de l'armée israélienne qui s'exprime. Ah oui, mais ça va même assez loin parce que le porte-parole de l'armée israélienne que l'on voit très très souvent, dont j'ai oublié son nom, le lieutenant-colonel, d'ailleurs, qui est pas mauvais sur le plan de la communication, il est même très bon d'ailleurs. Pour la petite histoire, sa femme a une boîte de communication, vous pouvez vérifier en faisant des petites recherches, qui est en France, et dans un des employés ou des cadres est le journaliste dont j'ai oublié le nom, qui a toujours son écharpe rouge. Barnier. Oui. Barnier. Comment Pas Barnier. Barnier, c'est Jean-Michel Barnier, le Premier ministre. Je ne me rappelle plus son nom, là, celui qui a toujours son écharpe rouge, ça m'est sorti de l'esprit. Là. Vous regarderez. Donc, peut-être que dans les commentaires, ils vont retrouver son nom. Donc, c'est celui, j'ai oublié son nom. Peu importe. Donc, lui est employé par l'épouse de ce colonel. Donc, c'est marrant de voir les connexions qu'il peut y avoir par moment, en termes d'indépendance de l'information. Christophe Barbier. Barbier, pas Barnier. Voilà. Si tu veux, je te mettrai les liens. J'avais fait une petite recherche un jour, j'avais envoyé d'ailleurs à Alice Blaise parce que c'était intéressant. Et justement, sur cette question, liée à cette question médiatique, tu parlais tout à l'heure des missiles. L'image qui est donnée dans les médias, c'est le régime des Mollahs est aux abois, Khomeini est caché dans un trou, il tremblote, les avions et les missiles israéliens sont en vol au-dessus de l'Iran sans aucun problème. Et on a la même thématique qu'on a eu pendant plus de 3 ans avec la Russie. Ils vont bientôt ne plus avoir de missiles, les Iraniens. Bon. Oui, on est parti sur les mêmes analyses qui reposent sur rien. Ce que j'avais. Alors, pour la petite histoire. Mais vas-y. Il semble d'ailleurs, selon certains analystes militaires américains,
Bah, qu'en fait, ça se passe pas si bien du côté israélien, que ce n'est pas pour rien qu'on a si peu d'images. C'est un peu comme à Gaza, que les journalistes sont pas tellement autorisés à aller sur les sites qui ont été frappés, et un m'a rapporté directement, lui, il a pas vu 5 missiles tirés sur des missiles iraniens, enfin 5 antimissiles, il en a vu jusqu'à 12, 14, avec beaucoup de pertes, en particulier sur les hypersoniques qui ont l'air de rentrer comme dans du beurre, surtout quand ils sont couverts par d'autres missiles qui servent de, De de, l'heure. de l'heure, quoi. Enfin bon, pour attirer c'est ça, de l'heure. Et que les dégâts semblent importants et qu'il y aurait une petite panique au niveau israélien de se retrouver dans une situation où, bon, il n'y a pas de soulèvement à Téhéran et le régime reste en place, et en fait, il lui reste beaucoup de missiles à tirer, parce que finalement, personne ne sait trop, parce que c'est un secret évidemment stratégique principal, comme tu as dit, pour l'Iran. Personne ne sait, les gens annoncent 2000, 3000. Ces analystes américains disent que ça se trouve, il y en a 15 000. Personne n'en a aucune idée. On ne sait pas, puis c'est du vieux, du neuf, enfin, est-ce que ils n'ont pas voulu manger un trop gros morceau? La grenouille n'a pas voulu avaler un bœuf, là. C'est ce que je te dis. Il y a une grosse part de prise de risque derrière cette opération. Mais c'est une prise de risque qui est entre guillemets encadrée. Pourquoi elle est encadrée? Parce que de toute façon, les Américains ne laisseront jamais Israël tomber. Et si jamais Israël était vraiment en difficulté, c'est ce que je t'ai dit, ils interviendront. Ils interviendront de manière offensive et pas forcément sur Sordo, mais pour annihiler les derniers sites de lancement iraniens. Hein. Et ça, ils ont les capacités de le faire, hein, parce qu'ils ont quand même le gros marteau. Hein, même si les Iraniens ont un marteau, eux, ils ont vraiment un gros marteau. Et le deuxième point, c'est que même si la population israélienne souffre, hein, parce que là, ça fait quand même, je pense que c'est depuis sa création, allez, on va évacuer 1948, mais jamais les villes israéliennes ont été bombardées de cette manière. Hein. C'est pas le Hamas, hein, c'est pas les roquettes du Hamas. On est face à. Et puis ils ont une résilience qui est occidentale, c'est-à-dire pas terrible. Oui, voilà, et c'est un adversaire puissant, et puis c'est une population occidentale. Bon, moi, je suis allé à Tel Aviv pendant une semaine, avant les affaires, il y a 3 ans. Donc, c'est vraiment une population occidentalisée, qui a des habitudes occidentales. Alors, ils sont préparés quand même à toutes ces choses-là parce qu'ils ont vécu dans le terrorisme, ainsi de suite. Hein, parce qu'il y a une population qui est militarisée hein, aussi. Hein, faut pas l'oublier. Mais bon, ils ont un welfare, une manière de vivre qui ne pousse pas à la résilience quand même. Donc, mais tant que le consensus politique hein, est présent au sein de la société israélienne, Netanyahou n'aura pas de difficultés au plan interne. Hein. Il n'aura pas les difficultés, par exemple, qu'il a eu sur Gaza et qu'il a toujours sur Gaza avec ce dissensus et la contestation des opérations. Hein. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui est qui fait corps et qui permet à la société israélienne de faire corps. Non, moi je pense, comme tu l'as dit, c'est que c'est pour ça que il faut regarder un petit peu les signaux faibles. J'aime bien parler de signaux faibles. Un signal faible, c'est clair que il semble que les Israéliens puissent être à court de munitions, donc de munitions antimissiles face aux vecteurs qui commencent à rentrer dans la bataille, les vecteurs balistiques sophistiqués, on va dire les plus sophistiqués iraniens. Ça, c'est clair. D'autant que beaucoup a été cramé en Ukraine, de la production américaine. Oui, c'est vrai. Ben, oui, mais je pense qu'en Ukraine, ils sont surtout envoyés du Patriot, pas forcément de dernière génération. Mais bon, il est clair qu'eux aussi, ils vont chercher quand même à réserver leur production pour leur outil militaire hein, de défense. Donc, il y a ce risque-là. Et si jamais, comme je me répète, si jamais les Américains interviennent, c'est parce qu'ils jugeront que vraiment Israël est en très très grande difficulté. Hein, et là passeront en phase offensive, mais pas forcément contre Sordo, comme je te dis, mais contre ce qui pose problème aux Israéliens, c'est les missiles balistiques, les centres
de mise en œuvre des missiles balistiques iraniens, qu'ils soient mobiles ou enterrés. Mais c'est pour ça que quand je parle des signaux faibles, quand même, il y a un signe faible qui pourrait paraître favorable à Israël, c'est le fait que Donald Trump se soit laissé 15 jours avant de décider. Ça veut dire qu'on serait peut-être à un moment de bascule ou d'équilibrage entre la menace offensive qui est représentée par les missiles balistiques iraniens et puis les opérations israéliennes aussi bien de défense que de neutralisation de ces missiles. Ça peut aussi être un coup de fil offensif de Vladimir Poutine, parce qu'ils ont l'air de se parler régulièrement. Et... Bien sûr. De toute façon, les Américains n'ont pas envie de se fâcher avec les Russes à cette occasion, puisque, alors on va reparler de stratégie globale. Un des grands enjeux de la fin du milieu de la fin de ce siècle, c'est la maîtrise de la voie du Nord. Donc ce couloir, ce nouveau couloir de transit maritime qui va s'ouvrir, avec le réchauffement climatique. C'est pour ça que, si on regarde bien, le passage du canal de Suez, même s'il est toujours opérant, va devenir de moins en moins important. Donc il va y avoir une bascule stratégique des intérêts russes, chinois et bien sûr américains, d'où toutes ces déclarations sur le Groenland. Les Russes aussi n'ont pas envie de perdre leurs routes commerciales qu'ils sont en train de construire à grands frais avec, entre la Russie et l'Inde en passant par l'Iran. Donc bon, il y aura des discussions de haut niveau à ce sujet-là. Et en tout cas, un régime change ne va pas être accepté comme ça aussi simplement par les Russes. Bon, ensuite, pour le changement de régime en Iran, j'ai écouté BFM. Oui, si tu veux bien, je reviens sur le changement de régime juste après, pour finir sur l'éventuelle intervention américaine dans le cas que tu as évoqué. Et je voudrais avoir une critique de ton analyse critique. C'est que on semble avoir oublié que les Américains, sous Trump, ont fait 6 semaines de guerre aux Houthis, à coups de B-52 et de grosses bombes, et que les Houthis, évidemment, c'est au Yémen, ils sont loin, enfin les Iraniens sont infiniment plus puissants que les Houthis, qui sont un des proxys des Iraniens, et les résultats des États-Unis ont semblé plutôt mitigés, même sur la destruction de lanceurs de Houthis, qui d'ailleurs ont tiré sur un missile hypersonique après sur Israël. Pourquoi est-ce qu'ils auraient plus de succès en Iran? Non, mais parce que c'est normal, parce que toi, qu'un ancien d'Afghanistan, tu vas comprendre. En fait, les Houthis, c'est une menace asymétrique, comme les talibans. Donc, avoir des moyens puissants de ce type-là contre une menace asymétrique, en général, c'est rarement opérant. Or là, c'est une menace symétrique, c'est-à-dire qu'on est sur un adversaire étatique, avec des infrastructures étatiques et des capacités de frappe étatiques. Donc on voit très bien que les capacités de frappe des Houthis, même si elles sont embêtantes et assez ciblées, elles sont quand même assez faibles, même contre Israël. Là, depuis que l'Iran frappe Israël, on sent vraiment que c'est une guerre contre un État qui a des capacités de frappe. C'est plus le Hamas, c'est plus le Hezbollah. Et donc, la puissance américaine face à des capacités militaires d'un État, elle est opérante. Oui, mais c'est une guerre symétrique. C'est une guerre symétrique. Mais si on prend la guerre en Irak, l'Irak était plus faible que je parle de 2003, plus faible que l'Iran. Il y a eu des jeux. Si on prend par exemple Scott Ritter, qui était observateur. Non, mais je parle de son boulot qu'il faisait, mais il était pas le seul. Quand il faisait le boulot de chercher les armes de destruction massive. Ils se sont rendus compte que, une fois au sol, que dans les 3/4 des cas, ils avaient bombardé des sites où il n'y avait plus rien, où les Irakiens avaient déplacé les choses qu'ils avaient dans des sites qu'ils connaissaient pas et dont ils ont eu connaissance, malgré tout le renseignement américain, dont ils ont eu connaissance que une fois qu'ils ont pris Bagdad et qu'ils étaient au sol. Bien sûr. Vu la taille de l'Iran, j'ai un petit peu, je pense que c'est pas encore une illusion de la guerre stratégique aérienne et on va sans problème, en une semaine, on va détruire toutes leurs capacités et tout ira bien. Oui, mais tu regardes, il y a un exemple quand même qui est assez parlant. C'est que la guerre de 99 du Kosovo,
l'intervention aérienne de l'OTAN. Au départ, c'est une intervention qui doit annihiler les forces serbes qui sont au Kosovo. Or, les forces serbes qui sont au Kosovo, elles sont tellement bien camouflées qu'ils peuvent pas. Donc ensuite, ils basculent sur, en fait, le type de bombardement qu'ils savent faire, c'est les bombardements stratégiques sur les infrastructures vitales de la Serbie. Donc évidemment, la Serbie n'a pas pu résister. Alors c'est un petit pays, la Serbie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce type de bombardement face à un État, ça porte en général. Et là, je pense que s'ils le font, ils vont pas chercher à faire un ciblage stratégique des infrastructures vitales iraniennes, puisque malheureusement, les Israéliens s'en sont déjà chargés. C'est pour ça que les gens, d'ailleurs, quittent en masse, ceux qui peuvent, Téhéran, une ville de 15 millions d'habitants, quand on prend toute l'agglomération, hein, parce que les infrastructures vitales qui sont liées à la distribution de l'eau et de l'électricité ont été bombardées. Hein. C'est que là, je pense que les Américains vont s'attaquer directement à la menace qui est constituée par les bases de missiles balistiques et les vecteurs de missiles balistiques iraniens. Bien sûr qu'il y aura des leurres, bien sûr qu'ils vont certainement avoir des loupés, mais ce sont des objectifs sur lesquels ils peuvent se concentrer et faire passer cette menace-là de manière presque anecdotique. Hein. C'est-à-dire que même s'ils ont encore 50% de capacité, on peut dire qu'après une semaine de frappe américaine, ils pourraient arriver à, je sais pas moi, à 10, 15%. Ce qui veut dire que la menace deviendrait tout à fait supportable. Et je pense que là, les Iraniens, je parle du gouvernement iranien, ils seraient contraints à aller vers la négociation. Mais moi, personnellement, je ne crois pas au changement de régime pour boucler, parce que, comme je te l'ai dit, la population iranienne d'abord est très partagée, hein, entre les supporters du régime, les opposants et puis ceux qui simplement cherchent à vivre normalement. Ensuite, il y a également un patchwork d'ethnies, hein, même si la majorité des Iraniens sont de souche persane. Il y a également des Kurdes, il y a des différents types de populations. Les Kurdes, c'est quand même une population qui est très très importante au Moyen-Orient. N'oublions pas que avec l'opération américaine en Irak, il y a quand même maintenant un État kurde, hein, au sein de l'Irak. Hein, et qui n'est pas gouverné quand même par les autorités de Bagdad, hein, et qu'en général le régime change, comme on dit, ça aboutit à quoi? Au morcellement du territoire, que ça soit en Libye ou en Syrie ou en Irak. Donc le morcellement d'un territoire pas trop peuplé comme la Syrie, l'Irak, c'est pourquoi pas, avec une configuration géographique qui est assez entre guillemets plane. Là, on est sur un pays quand même qui est très montagneux, avec quasiment 90 millions d'habitants. Je pense que créer un foyer comme ça d'instabilité, où les partisans du régime actuel seraient quand même assez nombreux et arriveraient à créer des guérillas ou des mouvements de résistance, ça serait, à mon avis, très très contre-productif. Il vaut mieux avoir un ennemi ou un adversaire que l'on a largement affaibli et qui peut-être à terme pourrait tomber, hein, sur le plan politique. Alors j'ai quand même quelques doutes, hein, parce que quand on regarde l'organisation actuelle du gouvernement des Mollahs, il faut savoir qu'historiquement les Mollahs, à commencer par Khomeini, se sont très très inspirés des frères musulmans. C'est la même organisation, hein, et frères musulmans égyptiens. Alors ça paraît surprenant parce que ce sont des chiites, mais on est sur ce type d'organisation, et la création des gardiens de la révolution, cette espèce de force paramilitaire qui est très très puissante, qu'on pourrait d'ailleurs, alors je m'excuse du parallèle, mais c'est un parallèle qui va parler à beaucoup de monde, qu'on pourrait comparer presque à la Waffen-SS, hein, cette force militaire politique qui noyautait tout l'establishment du gouvernement allemand à l'époque des nazis. Eh bien, on est un petit peu sur un système qui est comparable, avec des gens qui sont très très fanatisés, et qui sont proches de ce régime et qui vivent surtout de ce régime, hein, et qui vivent avec le régime. Donc on pourrait aller vers une configuration comme ça, et je sais pas, je pense pas que les Américains, après les expériences néfastes de l'Irak, alors la Syrie, on est un petit peu quand même sur une opération pour l'instant qui leur est favorable. De la Libye, ça c'est surtout pour les Européens, et qui en reçoivent le fruit avec les vagues migratoires depuis que tout simplement Kadhafi, ou qu'il n'y a pas un gouvernement en Libye capable de canaliser ces vagues migratoires, ou même l'Afghanistan. Quand même, l'Afghanistan, c'est un échec crucial pour les Américains, hein, avec
toutes les thématiques qui ont été la libération du peuple, la libération des femmes, c'est une catastrophe. Donc je ne pense pas que les Américains soient prêts à repartir dans une aventure de ce type. Hein. Alors qu'il y ait certains délirants qui pensent ça, pourquoi pas. Je pense que les Américains, surtout le gouvernement actuel, sont très pragmatiques et c'est que si jamais ils interviennent, ça sera pour neutraliser les dernières capacités balistiques des Iraniens. Et on s'arrêtera là et après on ira vers une négociation. Si je rajouterais à ton tableau de la société iranienne, donc la force militaire que tu as comparée au SS en termes d'intrication militaro-politique à tous les niveaux, c'est les Bassadji, oui, dont le fils Khamenei a été un des chefs, fils Khamenei qui pourrait prendre la suite du père. Alors l'autre aspect que personne n'aborde, qui est tout à fait étonnant quand même, c'est qu'il y a une bourgeoisie iranienne qui certes est plus libérale sur les valeurs. Attends, mais... je m'excuse, je te coupe, je viens de lire un commentaire parce que j'ai pas dit que je comparais les Waffen-SS et oui, le dirigeant avec Hitler. J'ai pas dit ça. Je dis que c'est des organisations qui sont comparables. Maintenant, si on s'intéresse à la garde prétorienne, on a appelé les gardes prétoriennes qui bon, ah oui, mais les gardes prétoriennes, c'est un peu comme la gendarmerie. Non, mais c'est autre chose. Non, parce que là, on est quand même sur une. C'était pas un point Godwin. C'était pas un point Godwin. C'est une troupe politisée. C'est une troupe politisée, oui, comme les gardes rouges, mais les gardes rouges n'avaient pas d'existence militaire. C'était uniquement des militants. Ce que je veux dire. Mais par contre, c'est intéressant, ce parallèle. Je vais rebondir dessus. C'est que les frères musulmans, à un moment donné, ont été très très proches des nazis. Et c'est comme ça qu'en Bosnie, ça c'est une réalité historique, il y a des troupes SS qui ont été constituées à partir de musulmans bosniaques et qui ont opéré notamment contre les résistants yougoslaves et notamment les partisans de Tito. Donc je ferme la parenthèse. Donc il faut pas faire des comparatifs simplistes, mais il faut voir qu'il y a quand même des connexions souvent ou organisationnelles ou parfois politiques historiquement. Ça n'a rien à voir avec la propagande israélienne. Oui, c'était la division Hanchar. Exactement. D'ailleurs, il y a un très très bon documentaire que l'on peut regarder sur YouTube en ce moment sur cette division-là. Toi qui es d'origine serbe, tu connais très bien cette histoire-là. Oui. Yougoslave. Oui, Yougoslave, oui. Serbe de Yougoslavie. Ah, après, c'est compliqué. Il y a des Tchèques, il y a tous des gens de Sarajevo. Non, mais je plaisante. C'est des gens à sang pur là-dedans. Faut vraiment les chercher. Hein. Bon. Je vois aucun frère n'a été proche du nazi. Eh bien, je dis à la personne qui fait le commentaire, renseignez-vous. Et puis oui, après, malheureusement, c'est historique. C'est un fait historique. Mais je voulais revenir sur ce que je disais là, qui est sociologique et que personne n'aborde, parce que là on parle de groupes politiques ou militaro-politiques, mais il y a une classe sociale, la classe sociale de bourgeois ou des petits bourgeois très aisés iraniens qui tiennent 90% de l'économie. Ouais, ils sont pas nécessairement intriqués avec le pouvoir. Souvent, je dis, ils sont même assez libéraux, ils aimeraient bien des changements. Et eux, c'est un énorme élément. Ils ont d'énormes capitaux qui ont beaucoup été investis à Dubaï. Le développement de Dubaï est beaucoup lié à la grande bourgeoisie iranienne. Et je peux vous assurer que ces gens-là n'ont pas du tout envie de régime change à leur niveau, en voyant revenir l'ancienne bourgeoisie du Shah. Oui. Et eux, ils sont bien installés, et c'est une autre source de conflit interne dont on n'imagine même pas la puissance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, il faut bien comprendre que l'Iran, depuis les sanctions, en fait, est quand même dans une situation économique un petit peu difficile, mais qui arrive quand même à continuer à vivre et à avoir une économie, même si elle est compliquée, assez prospère, notamment dans certaines couches de la population. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que évidemment c'est un régime qui est très autoritaire, mais il y a d'autres régimes autoritaires qui sont alliés des Occidentaux, à commencer par l'Arabie Saoudite. Et je ne parle même pas du Qatar qui est directement affilié, lui. Alors le Qatar il joue adroitement, mais qui est directement affilié aux frères musulmans par contre. Donc
on va fermer à l'occasion du Qatar la parenthèse sur les frères musulmans, qui est une parenthèse qui est très intéressante, aussi bien sur le plan historique que sur le plan politique et des stratégies à l'œuvre. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, la société actuellement, dans la société iranienne, il y a des gens qui vivent à l'occidental, totalement à l'occidental, et les couches qui sont vraiment la population iranienne qui sont vraiment les plus proches des mollahs, ce sont les couches pauvres, ce sont les couches populaires, vraiment les gens pauvres dans les campagnes ou dans les zones pauvres des grandes villes iraniennes comme Téhéran. D'ailleurs, il y a un très très bon film qui est passé sur Arte il y a quelques mois qui parlait qui a été fait par un réalisateur iranien, et je conseille à tout le monde de le regarder. Ça montre la lutte contre la drogue, qui est un fléau en Iran, hein, qui est un fléau qui touche la population, par la police de Téhéran, justement, et on voyait toutes les couches de la société à l'occasion de cette enquête qui était conduite. D'ailleurs, ce film est très intéressant parce que c'est le minimum. Hein? Tu l'as vu, ce film? Oui, je l'ai vu, mais j'ai vu d'autres films iraniens. Ouais. Moi aussi, j'en ai vu d'autres. Très désespérant, le goût de la cerise. C'est un type qui cherche toute la journée quelqu'un qui... Ah oui, mais je l'ai vu aussi. Oui, tout à fait, oui. Qui est un peu métaphysique comme ça. Mais ce qui est intéressant quand on voit des films iraniens, c'est que ça permet de sortir de ce voile immédiatement. Exactement. C'est une société composée que de types avec des turbans, des femmes en burqa et ils sont tous soldats et prêts à se suicider. Oui. Ah non, en fait, il y a des commerçants, il y a des artisans, il y a des gens qui n'en ont rien à foutre. Il y a des amoureux, les gens cherchent à vivre normalement, tout simplement, comme dans la plupart des cas, ils s'accommodent du régime politique et puis de la meilleure manière possible. Hein, et c'est comme ces histoires de voile, ainsi de suite. Bien sûr qu'il y a des rébellions, mais en fait, les femmes iraniennes, notamment à Téhéran, jouent beaucoup avec tous ces attributs de manière à être toujours à la limite. Et c'est connu qu'à Téhéran, personne boit d'alcool, sauf le soir dans les appartements, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu condamnes ça? Si vous avez qu'à suivre. Condamner quoi? Vous avez qu'à suivre. Non, mais Hervé Carrès est très précis sur tout ce qui se passe depuis maintenant le 7 octobre à Gaza. Je pense qu'on rentre là-dedans. En parlant de ça, là, on a eu un bombardement. En fait, pour moi, cette histoire de condamner, je vois pas ce que ça vient faire. C'est un petit peu comme lorsqu'on fait un examen clinique sur une personne qui est malade, en fait. On peut condamner le virus, mais est-ce que ça changera quoi, l'examen clinique, de condamner le virus? Rien du tout. Voilà. Et justement là-dessus, il y a une histoire tragique et quelque part hilarante en termes du rapport au droit international et du deux poids deux mesures. C'est l'hôpital de Beersheva qui a été touché hier dans le sud d'Israël. Donc l'hôpital de Beersheva. Bon, c'est pas très clair s'il a pas été touché directement, si les Iraniens visaient le centre de renseignement juste en face, de l'autre côté de la rue, si c'est des débris, si c'est un antimissile qui est tombé dessus, tout ça est possible. Mais ce qui est intéressant, le tragique, parce que bon, les pauvres gens qui étaient à l'hôpital, ça n'a pas dû être un bon moment à vivre, c'est que la condamnation normale, je l'ai fait moi-même pour introduire un post hier, mais la condamnation normale, c'est un crime de guerre et le ministre de la Santé israélien sort en disant c'est horrible, c'est un crime de guerre, ça montre ce qu'est ce régime. Sauf que, voilà, malheureusement, les Israéliens, eux, ils ont fait plus de 462, selon l'OMS, sorties contre des installations de santé palestiniennes. Et sur les 36 hôpitaux, 19 sont entièrement détruits et 17 sont à 85% attritionnés. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de soins à Gaza. Et là, c'est vrai que quand on regarde la couverture médiatique chez nous, mais c'est pour ça que on en revient à ce que je te disais, cette affaire de condamner, ainsi de suite. On est dans l'appréciation morale, des choses. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on commence à apprécier moralement quelque chose, quel que soit le caractère horrible ou inhumain de l'affaire, eh bien, on doit faire la même chose de l'autre côté. Sinon, il y a, je dirais, une émotion qui n'est pas de la même nature suivant le type de cible touchée. Donc c'est pour ça que la condamnation morale, c'est en fait un début de manipulation des opinions. Hein. Bien sûr que les Israéliens, d'abord l'hôpital, quand on regarde, on voit très bien que on est plutôt sur un dommage collatéral et pas sur une frappe directe. Hein.
Donc Oui, c'est une après, façade qui est soufflée. Oui. voilà, et que très certainement la cible était ailleurs. Hein. De toute façon, à partir du moment où vous avez un adversaire stratégique ou militaire qui utilise quand même des vecteurs, des munitions très très chères à forte valeur ajoutée, c'est le cas des missiles balistiques sur ce conflit entre l'Iran et puis Israël, les missiles balistiques iraniens, ou même dans le conflit en Ukraine, que ce soit les HIMARS ou même des missiles balistiques russes, ce ne sont pas des missiles que l'on utilise pour faire des opérations de terreur. Ce sont des objectifs qui sont planifiés à l'avance sur des objectifs à forte plus-value. Alors après, qu'il y ait un missile qui passe à côté parce qu'il a été un problème de guidage, ou alors qu'il a été endommagé, détourné par une munition antiaérienne, ou alors que le missile a été touché et à moitié désagrégé, qu'il y a une partie qui retombe, ou même que les munitions antiaériennes dysfonctionnent et se détruisent pas en altitude et retombent intégralement. Ça, c'est une réalité qui est incontournable. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque ça, c'est une option que évidemment les commentateurs de la guerre en Ukraine écartaient, hein, cette possibilité de retomber des missiles antiaériens ou même des fragments de missiles balistiques qui auraient été à moitié endommagés. Mais là, comme par hasard, on en parle parce que c'est une réalité. À partir du moment où vous lancez quelque chose en l'air, forcément, elle va retomber. Il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, à Londres, il y a énormément de personnes qui ont été tuées et blessées par les missions antiaériennes, notamment les obus de 40 mm anglais, hein, tirés par la défense antiaérienne britannique, qui retombaient tout simplement, hein, parce qu'ils ne s'étaient pas autodétruits. Et je voulais souligner par cet aspect le côté médiatique qui est assez étonnant. C'est que ici, dans nos médias, ils parlent de cet hôpital à Beersheba, mais ils arrivent pas à naturellement faire le parallèle avec les hôpitaux palestiniens détruits. D'ailleurs, les opérations à Gaza continuent, la famine. C'est pour ça que les condamnations sur les plateaux sur CNews, alors CNews, ils sont vraiment dans une optique très très proche du gouvernement actuel en Israël. Ça devient presque caricatural, mais il s'offusque. Il y a eu aucun blessé quand même sur cette frappe. Il faut pas l'oublier. Alors si on fait un comparatif avec ce qui se passe à quelques dizaines de kilomètres sur Gaza, quand on commence à faire des condamnations morales, ça devient vite compliqué, parce que là on s'aperçoit tout de suite des doubles standards. Et là on y est dans le double standard. Et forcément. Au plan mondial, c'est observé et remarqué, et notamment dans ce que l'on appelle de manière un petit peu inappropriée, mais qui est une réalité, les pays des BRICS, puisque tu en parlais tout à l'heure avec Pedro, et puis surtout le Sud global. Tu parlais tout à l'heure de péril mondial. Alors peut-être que moi j'ai exagéré dans une autre discussion. C'est parce que je considère, j'ai l'impression que la situation est encore plus à risque qu'au moment de la crise des missiles de Cuba. C'est le risque d'entraînement des alliances. Bon, les Américains sont alliés avec Israël, puis derrière les Américains, il y a quand même l'OTAN, 32 pays. Les Russes ont un accord stratégique avec les Iraniens. Les Chinois dépendent fortement des hydrocarbures iraniens. Et puis de toute façon, les trois, Chine, Russie, Iran, sont membres de l'organisation de coopération de Shanghai et font des manœuvres militaires ensemble. Les Pakistanais ont dit que, oh là là, si Israël lançait une bombe nucléaire d'ailleurs, est-ce possible, sur l'Iran, ils donneraient une arme pour riposter. Les Indiens ont enchaîné non, si les Pakistanais commencent à donner des armes, nous, on va enchaîner à notre tour. On a ce risque du type 1914. C'est un coup de feu part et puis parce que les gens n'arrivent pas à se discuter, à se mettre d'accord. Est-ce que c'est de cet ordre? Est-ce que c'est ça que tu vois comme péril mondial? Ou c'est un péril sur l'économie qui est déjà suffisamment embêtant? Je pense que le premier péril, c'est quand même l'approvisionnement en hydrocarbures. Si les Iraniens décident de fermer le détroit d'Ormuz, il suffit de regarder les cours du pétrole actuellement. On est à peu près à $100, je crois, le baril. Et on était à $60 il y a quelques semaines. Donc là, il y aurait un vrai risque, c'est clair. C'est des effets collatéraux, à mon avis, sur le plan économique. Maintenant, sur les
il n'y a pas de vraies alliances en fait. Alors c'est vrai, j'avais oublié que l'Iran faisait partie de l'OCS. Et donc là, c'est le seul élément qui pourrait amener un appui militaire, peut-être de la part de la Chine. Mais je pense que la Russie va rester très très prudente parce que la Russie, de toute façon, la Russie n'a pas d'état d'âme et ce qui est logique, hein, elle défend dans tous ses intérêts. On l'a vu dans le cas de la Syrie avec le départ de Bachar al-Assad, même si elle l'a hébergé. Hein, et à partir du moment où elle considère que son partenaire n'agit pas forcément de manière très très conforme à la situation, parce qu'il faut pas oublier quand même que lorsqu'il y a eu les négociations entre les Américains et puis les Iraniens sur le nucléaire, bon, les Iraniens ont voulu la jouer fine quand même, ça va traîner un petit peu. Hein. C'est pour ça que quand je dis que les Israéliens ont déclenché cette opération en commun accord avec les États-Unis, c'est plus que certain. Hein. Et les Russes n'étaient pas du tout satisfaits de la manière dont les Iraniens se comportaient justement dans le cadre de ces négociations, puisque évidemment ils voient des intérêts pour eux. Hein. On en revient au projet de centrale, le chantier sur lequel il y a des techniciens russes. Ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une montée des tensions et encore moins une guerre comme en ce moment. Il faut rappeler une des clauses des accords stratégiques irano-russes, c'est que les accords sont caducs si les Iraniens se dotent de l'arme nucléaire. Ouais, voilà, exactement. Et noir sur blanc. Très bonne remarque. Donc, moi, très honnêtement, comme dans tout pouvoir, il y a des dissensions. Il est probable que, d'ailleurs, c'était sur le plan spirituel, c'était une des directives du Mollah actuel qui est au pouvoir, Khamenei. Hein, c'est qu'il s'opposait totalement, par une fatwa, à la possession de l'arme nucléaire par l'Iran. Hein, alors maintenant, entre sa fatwa et peut-être quelques courants qui sont un petit peu différents au sein de l'appareil politique et spirituel iranien, pourquoi pas, hein, il peut y avoir des situations de double jeu. Hein, mais je pense que les Iraniens y pensent forcément à cette option de l'arme atomique, parce que qui va aller embêter la Corée du Nord? Personne. Hein. Et une des conséquences de cette guerre, si jamais le régime arrive à survivre et sortir renforcé de cette opération, c'est que je pense que ils pourraient chercher à acquérir l'arme nucléaire, mais pas forcément en la construisant eux-mêmes, peut-être en récupérant des armes nucléaires, peut-être par des armes nucléaires testées. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une arme nucléaire, c'est pas parce qu'on a la capacité à la construire qu'on sait qu'elle va fonctionner. Il faut les tester. Jusqu'à présent, la seule personne, le seul État qui s'est construit déjà par lui-même État rock state, comme disaient les Américains, et État voyou qui s'est construit par lui-même l'arme nucléaire, c'est la Corée. Et elle a fait des essais pour cela. Il faut faire des essais. Hein, à la différence d'Israël, Israël n'a pas fait d'essais, mais elle a bénéficié d'une technologie française. On les a un peu aidés, on va dire. Voilà, et qui était en fait prouvé, hein, qui avait été on est d'accord que les chiffres, c'est dans les 300 têtes nucléaires, Corée, Israël. Ah, je sais pas, moi je suis quand même un petit peu sceptique. Hein. D'abord, c'est certainement des bombes qui agissent par gravité, un petit peu comme les bombes nucléaires que l'OTAN a déployées en Europe. 300, ça me paraît beaucoup quand même, parce que la France, c'est 290 têtes nucléaires à peu près. 300, il faut les stocker quand même. C'est des conditions de stockage particuliers. Moi, je pense qu'ils sont plutôt une dizaine de têtes nucléaires, mais c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en avoir 300. Surtout qu'avec leur capacité aérienne. Imaginons qu'ils décident de frapper avec une arme nucléaire l'Iran. Ils ont la capacité. Pourquoi? Parce qu'ils ont la suprématie aérienne. Ils n'ont pas besoin d'avoir 300 têtes nucléaires. Là, il suffit qu'ils fassent un raid aérien type raid nucléaire et ça passera. Est-ce que, imaginons le cas de figure où le régime tombe pas, ça tient parce qu'ils ont plus de résilience, parce qu'ils ont fait déjà 8 ans de guerre contre l'Irak, qu'ils ont perdu 1 million de gens, qu'ils vivent pas à l'occidental, donc bon, il y a plus de population agricole qu'en Occident. Le régime tient,
et en fait, ils ont assez de missiles pour en tirer régulièrement et que Israël est saturé et que ça commence à tomber là où il ne faut pas que ça tombe, je ne sais pas, sur plusieurs bases militaires et qu'ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque là, compte tenu en plus du gouvernement qu'ils ont, très largement d'extrême droite, Netanyahou qui vraiment veut raser l'Iran, est-ce qu'on n'aurait pas un risque de, là aussi, d'usage unilatéral d'une arme nucléaire en disant on n'a pas le choix? Non, parce que les Américains interviendront avant. Okay. Et puis là, il y aura ce dialogue de toute façon avec. Il n'y a pas ce risque pour toi, d'accord. Comment? Non. Il n'y a pas ce risque pour toi. Non, le risque de l'arme nucléaire israélienne, elle est faite pour quoi? C'est que c'est le traumatisme de la guerre de Kippour, d'une certaine manière, en 73. C'est que, alors maintenant, c'est quasiment improbable, c'est avoir une armée arabe qui envahit le territoire israélien et ils peuvent plus la contenir. Donc là, évidemment, ils font une frappe. Et tout le monde s'arrête. C'est ça, en fait. C'est un peu le même principe que lorsque la France avait sa dissuasion nucléaire, qu'elle était hors OTAN et qu'elle commençait à activer sa dissuasion nucléaire à partir du moment où les forces soviétiques seraient arrivées sur le territoire allemand et aux limites des frontières françaises. Mais le problème d'Israël, c'est qu'on ne connaît pas sa doctrine nucléaire, puisque Israël n'est pas censé avoir l'arme nucléaire. Alors, d'ailleurs, les Iraniens ont réagi très très adroitement. Ils ont proposé en fait une négociation. C'est qu'à partir du moment où ils arrêtaient leur programme nucléaire, les Israéliens se défaisaient de la totalité de leurs armes nucléaires. Bon, ça m'étonnerait que ça passe, mais bon. Ils n'en ont pas, donc ils pourront dire, parce que Israël ne reconnaît pas systématiquement. Ils disent non, bien sûr que non. Ben, c'est la 4e République qui a été très très engagée dans la fabrication de l'arme nucléaire israélienne. Pour la petite histoire, puisque tous les deux on a un certain âge, il faut savoir que dans les années 70 et 80, à l'époque où il y avait l'Afrique du Sud, qui était à l'époque une Afrique d'apartheid, et que Israël était très très lié à l'Afrique du Sud sur le plan militaire, sur le plan de la coopération militaire et sécuritaire, le projet d'armes nucléaires sud-africain avait commencé avec des techniciens israéliens. Pour la petite histoire. C'est un peu comme les Waffen-SS musulmans. C'est la petite histoire, mais bon, c'est quand même significatif, la petite histoire. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment Israël était proche du régime d'Afrique du Sud avec le système de l'apartheid, et on peut faire quand même quelques comparaisons avec la manière dont ils ont géré les enclaves palestiniennes. Avec des formes de bantoustan. Pour ceux qui connaissent le système de l'apartheid. Moins en moins connu. Oui, pour la petite histoire. Oui, petite histoire qui fait la grande. Une dernière question, après on te laisse tranquille. Quelle est ton impression? Est-ce que Donald Trump et l'administration Trump à Washington a une cohérence stratégique? Ah oui. D'ailleurs, la cohérence stratégique des États-Unis, elle dépasse les administrations. Je dis bien sur le plan géopolitique. Alors évidemment, après, ils prennent en compte le contexte. Le contexte actuellement par l'administration Trump, ils ont compris qu'il y avait plus de possibilités. Alors même s'ils sont encore très très puissants, quand même, ils ont la capacité à déployer 3 porte-avions. Enfin bon, c'est quand même une hyper puissance militaire, les États-Unis. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de lire les écrits de Edward Luttwak, qui est le grand stratégiste américain, qui a comparé. Alors on dit que c'est une thalassocratie, bien sûr, les États-Unis, mais qui a comparé la puissance militaire des États-Unis à celle de la Rome de l'Empire romain d'Occident, de la manière dont elle gérait sa puissance militaire et son empire avec les légions. On est un petit peu sur un système qui est comparable. Ce livre est très très intéressant. Je ne rappelle plus son titre, mais bon voilà, bref. Donc oui, il y a une grande cohérence stratégique et parce qu'il y a l'animateur de la pièce de théâtre, le président Trump, et puis derrière il y a ceux qui réfléchissent, J.D. Vance, tous ces gens-là en fait. Et qui ont une vision très très affirmée des États-Unis, des intérêts des États-Unis et du contexte actuel qui n'est plus celui
d'avant la guerre en Ukraine notamment. D'ailleurs, Pedro, chez nous, a émis une hypothèse que le déploiement des 3 en cours, sûrement arrivé déjà, même le limite, les 3 porte-avions américains et la flotte qui va avec, ça serait en fait pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Est-ce que tu penses que ça serait une possibilité? Parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec une catastrophe, avec un blocage du détroit d'Ormuz. Bon, moi, je pense surtout que les 2 porte-avions qui sont côté détroit d'Ormuz, ils ont pour objectif de éventuellement mener des opérations offensives contre les sites de départ de missiles balistiques iraniens pour neutraliser les dernières capacités de frappe. C'est vraiment ça le danger pour Israël. Hein. Le danger, c'est que si jamais les Iraniens, ils ont vraiment encore des capacités balistiques importantes et que les dispositifs anti-aériens israéliens sont arrivés tout simplement à la portion congrue, et bien là, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger parce que c'est un petit territoire et puis les cibles sont très concentrées. Et celui qui est côté méditerranéen, à mon avis, il est plutôt là justement en mode défensif, pour assurer la défense anti-aérienne en complément de l'État d'Israël. Avec la flottille d'accompagnement, bien sûr, parce qu'ils sont pas tout seuls, les porte-avions. La task force. Faut savoir que dans chaque task force, il y a aussi des Marines. Hein, il y a toujours une MEU, là, une Marine Expedition Unit, mais je pense pas que pour l'instant il soit dans l'option d'intervenir à terre. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir une opération commando à certains endroits, des Israéliens, pourquoi pas. Ils en sont capables, hein, de faire des opérations commando les Israéliens, surtout qu'ils ont la maîtrise du ciel là. Peut-être qu'ils pourraient tenter une opération commando sur le dernier site nucléaire iranien, celui où il y a vraiment celui qui est central, celui dont tout le monde parle, Fordo. Mais ça reste à voir quand même. Ça serait quand même assez audacieux. Mais bon, ils sont pas ça près, hein, quand même, les Israéliens. Allez, une question sarcastique pour finir. Quelle est la logique, demandent certains, de faire la guerre à l'Iran, de maintenir des sanctions à l'Iran, alors qu'en termes de terrorisme, ils ne nous ont pas fait grand-chose ces 25 dernières années. Et maintenant que Al-Qaïda, qui a fait les attentats du 11 septembre, de Madrid, de Londres, et puis à Paris, le Bataclan, Charlie Hebdo, quelle est la logique de laisser le pouvoir sans sanction en Syrie? Alors, on va en revenir tout de suite à ce que je disais. C'est que sur le plan des intérêts européens, des intérêts nationaux français, ça n'a aucun intérêt. Je dirais même que les sanctions américaines et notamment l'extraterritorialité du droit américain ont conduit des entreprises qui étaient très très implantées en Iran comme Peugeot à sortir du marché iranien. L'Iran, même si on ne peut pas on va dire être favorable au régime des mollahs, à cette théocratie, et de la manière dont de la manière dont ça se passe en Iran, ne constitue plus une menace. Ça a constitué une menace dans les années 80, hein, sur le plan du terrorisme, mais plus maintenant. Hein, donc non, sur le plan des intérêts nationaux, ça n'a aucun intérêt. Ce qui a poussé les Européens à abonder aux sanctions américaines, tout simplement parce qu'ils ont peur de l'extraterritorialité du droit américain. C'est que toutes les entreprises européennes et françaises qui seraient restées impliquées sur le territoire iranien, auraient été tout simplement susceptibles d'être sanctionnées avec de lourdes amendes par les États-Unis. Et c'est pour ça qu'on parle de souveraineté européenne. Et la première des souverainetés, ça serait abroger ou ne pas respecter cette extraterritorialité du droit américain ou faire la même chose. Et c'est pour ça que tout le reste, c'est des pièces de théâtre, des mauvaises pièces de théâtre. Hein. L'économie iranienne, elle a réussi à tenir comment? Tout simplement parce que les sanctions, elles sont toujours détournées et que tout passe par la Turquie. Il y a des sociétés écrans en Turquie. Alors bon, moi, je vais pas raconter ma vie, mais je trouve que j'ai un ami qui fait des affaires avec l'Iran et qui est en contact avec des Iraniens. Donc une fois, j'ai fait un repas avec eux, donc il m'expliquait exactement comment ça va se passer. Toutes les sociétés écrans sont en Turquie, c'est les Turcs qui achètent et après ça passe la frontière, tout simplement. Que ça soit les camions, que ça soit tout. Évidemment, il y a un surcoût, parce qu'il y a des intermédiaires, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que les sanctions, de toute façon, c'est un leurre, en général. C'est comme les records de vente des
voitures et production allemande en Azerbaïdjan, Exactement, au exactement. Ou Kazakhstan, comme le gaz azerbaïdjanais qu'on va acheter parce qu'on veut plus acheter de gaz russe à partir de 2027. J'attends de voir, qui est en fait du gaz russe puisque la production de gaz azerbaïdjanais, n'arrive pas à couvrir les besoins européens. Donc le gaz, Non, sera du gaz russe. moi, je parlais même des productions allemandes Ah oui. qui ont été multipliées par 7 ou 8 des ventes de voitures ou d'autres produits en Ouzbékistan, au Kazakhstan. Ah oui. Et donc évidemment, sûr, ils sont pas tous mis à acheter des voitures des BMW Almaty, ça part en Russie. Enfin bon, voilà. Tous les gens actuellement qui vivent en Russie, s'ils veulent avoir un iPad ou un ordinateur Apple, ça pose aucun problème. De toute façon, ils sont fabriqués en Chine de toute manière, donc le problème est réglé. Quelqu'un qui nous écrit les Iraniens ne sont pas des pouilleux armés de Kalash en mobilette. Mais en plus, les pouilleux Kalash en mobilette, en 20 ans, ils ont quand même mis à mal. Non, mais c'est le problème des guerres asymétriques. Parfois, le pouilleux, il peut gêner et mettre en difficulté, voire battre. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan, des armées sophistiquées. Donc, et puis c'est la motivation aussi. Quand vous êtes face à des gens qui sont motivés à tous les points de vue, forcément, il y a quand même une différence entre un soldat qui est là pour faire sa mission et quelqu'un qui pense défendre son territoire, sa religion et son peuple. Pour comprendre ce dont parle Hervé, pour ceux qui n'étaient pas, je vous conseille de regarder un documentaire qui est pas mal, Restrepo, sur une unité de la 82e Airborne perdue quelque part dans Paktia, en province est, ou alors non, c'était à Khost, une zone dangereuse. Et on voit les bonhommes de la 82e Airborne, quand même une unité d'élite américaine, et leur motivation à être là, et les motivations des bergers qui n'ont même pas de mobilette là-bas. Il y a plein de documentaires sur les troupes américaines en Afghanistan. Ils sont tous toujours très très bien faits et puis assez explicites quant aux conditions et puis bon au rapport compliqué avec la population et puis cette duplicité de la population vis-à-vis d'eux. Bon, en tout cas, Hervé, encore une fois, merci. C'était très, très intéressant, comme d'habitude. Ouais, de rien. Écoute, on a hâte de te recevoir à nouveau et on va voir les développements géostratégiques qui vont suivre. C'est très compliqué. On vous en fera un compte-rendu direct du côté des BRICS et pour ceux qui voudront bien nous en parler à Rio, puisqu'on va aller avec Pedro couvrir le sommet des BRICS des 6 et 7 juillet prochain. Ce soir, vous aurez ce qu'on vous avait promis hier, vous allez voir sur notre site plutôt les vidéos pour nous aider et le lien pour nous aider à faire ce reportage. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire les commentaires, c'est important, et bien, continuez de nous faire connaître. On n'est pas loin des 100 000 abonnés, et donc c'est intéressant pour la réinformation. Merci à vous, encore une fois, merci Hervé, et à très bientôt.